messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Il n'y aura pas de révolution dans l'acte 3 de la décentralisation, même si un rapport vient d'être posé sur la table du ministre de l'Aménagement du Territoire. Un consensus obtenu entre les différentes parties, notamment sur la communalisation générale et le maintien des régions. Pour en parler, notre invité Idrissa Diallo, maire de Dalifort. Difficulté des entreprises au Sénégal, l'État s'engage à donner un coup de main et annonce un plan de partenariat avec le secteur privé. À cet effet, une rencontre s'est tenue entre la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, et le ministre du Commerce et du secteur informel. Transport en commun, la diversité des moyens de déplacement favorise la concurrence au bonheur des citoyens lambda. Les Tata et Ndiaga perdent leurs clients au profit des autres cars rapides et bus Dakar d'Emdik. Reportage de Aminata Mbaye Fall et Diouma Sow dans cette édition. Sport, basket pour terminer. Le Sénégal affronte en ce moment même le Nigeria au stade des quarts de finale. Une des rencontres phares de cette compétition. Qualification un peu plus tôt dans la journée en demi-finale de l'Égypte, de l'Angola et de la Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité. Le comité de pilotage de l'acte 3 de la décentralisation a déposé son rapport sur la table du ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales. En conférence de presse, Aram Ndoye est revenu sur le consensus obtenu entre les différentes parties, notamment sur la communalisation générale, le maintien de la région et de la commune d'arrondissement. Aram Ndoye au micro de Dissa Préra et Yaya Diallo. Et à l'issue de ces différentes missions, comme je l'ai dit tantôt, les conclusions que nous avons reçues et recommandations du comité de pilotage nous appellent à prendre des décisions suivantes. D'abord, nous avons obtenu le consensus sur deux points majeurs, notamment la communalisation intégrale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les communautés rurales du Sénégal vont devenir des communes. Le consensus aussi a été obtenu pour le département comme collectivité locale. Et nous avons, à l'issue de cela, décidé de maintenir la région actuelle, de maintenir les communes d'arrondissement et puis de conserver aussi les 9 domaines de compétences qui ont été transférés, mais de ces 9 domaines de compétences entre les différentes collectivités locales, notamment entre le département qui a été nouvellement créé. Voilà donc Madame Aram Ndoye, ministre de la décentralisation au Sénégal. Nous parlons bien sûr de cette réforme avec Pape Demba Cissokho qui revient plus en longueur donc sur suite. 3 de la décentralisation est le nom donné à une série de réformes des collectivités territoriales sénégalaises. Ainsi, lors du Conseil des ministres du 7 juin 2007, tenu à Saint-Louis, le président de la République avait décidé de faire le bilan de la décentralisation et d'en poser le 3e acte pour aller dans le sens, entre autres, de définir de nouvelles régions qui seront de véritables pôles de développement économique et social et de réaliser la communalisation universelle des autres collectivités locales dont les pouvoirs économiques seront renforcés. Jusque-là, le processus de décentralisation s'est fait par étapes. Il y a eu d'abord la loi 72-25 du 19 avril 1972 qui a institué les communautés rurales. Quant à l'acte 2 de la décentralisation, il a coïncidé avec l'adoption par l'Assemblée nationale d'un ensemble de textes constituant le dispositif juridique de la régionalisation. La loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales a été adoptée à cet effet. Cette loi a consacré la création d'un nouvel ordre de collectivités locales intermédiaires entre l'État et les collectivités de base que sont la commune et la communauté rurale. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, le Sénégal se prépare à de nouvelles réformes qui, à terme, devra permettre de booster le développement des terroirs. Pape Demba Cissokho, merci. Justement, pour en parler plus en détail, le maire de Dalifort, Idrissa Diallo. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment appréciez-vous un peu la sortie de la ministre Aram Ndoye qui parle désormais de consensus? Oui, d'abord, j'étais surpris parce que je crois que les gens étaient en plein travaux où nous, on contestait d'abord la procédure en disant que l'information n'est pas bien passée. Ça s'est fait peut-être en expert et puis en cooptant quelques personnes. Mais des acteurs
comme Dalifort ou comme Keur Massar, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais nous on a fait une production. En parlant du bilan, de la situation même d'Alifort, en demandant même le découpage. On n'a jamais été répondu d'abord, on n'a jamais eu de courrier en retour. On n'a pas été invité à ces travaux. Donc on se plaignait. Mais hier, coup de théâtre, on a appris que bon, ça c'est, il y a eu consensus autour de ça, il y a eu consensus autour des départements en tant que collectivité locale, autour de la communalisation intégrale, que les régions demeurent rester encore, même si on les découpait, les communes d'arrondissement demeurent comme s'il était question de les faire partir. Je crois que moi, j'ai jamais eu cette information. Il fallait juste les rendre beaucoup plus viables. C'est-à-dire qu'il y a des communes, peut-être revenir sur les découpages, au lieu peut-être dans certaines zones d'avoir 10 communes d'arrondissement, on aurait revenu à 8 ou à 6 pour en faire des communes parce qu'il y en a qui ne sont pas viables. C'est la réalité aussi. Mais je crois que le préalable, c'était de faire d'abord l'état des lieux. De voir l'acte 2, c'est quoi, il a fait quoi, quelles sont ses limites et tout. Je crois qu'on a voulu faire l'économie de tout ça. Et c'est ça qui n'est pas bon. On a l'impression à vous entendre qu'il n'y a pas de révolution. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas grand changement. Finalement, cet acte 3, qu'est-ce qu'il va apporter comme mutation par rapport à l'acte 2? Oui, je crois que si on peut parler de révolution, c'est la communalisation intégrale. Et là aussi, c'est un souci de conformité par rapport à ce qui se fait à peu près dans la plupart des pays où ils ne connaissent pas en fait les communautés rurales. C'est ça qu'on peut parler, enfin on peut l'appeler révolution, mais l'acte 3 en tant que tel, la départementalisation même va poser problème. Parce que quand j'entends des limites même, c'est-à-dire il y a des exceptions. On dit le département de Dakar ne sera pas considéré comme département parce que le département correspond à la ville. Pikine pareil et Guédiawaye, c'est des exceptions qui n'auront pas le même traitement que les autres. Donc il y a même des problèmes à ce niveau. Je crois qu'il ne faut pas faire dans la précipitation. Il y a des gens qui ont des idées, même s'ils ne sont pas spécialisés dans ce domaine, mais ont eu à pratiquer dans la réalité, surtout dans le commune d'arrondissement où c'est une particularité, les relations entre ville et commune d'arrondissement, il faut les clarifier. Sinon, on va vers des blocages encore. Très bien. Alors, avec cette communalisation générale, a priori, les communes d'arrondissement vont disparaître. Est-ce que vous, en tant que maire, vous ne craignez pas de perdre certains de vos privilèges? Non, je crois que là, si l'administration qui essaie de véhiculer ça, je crois que c'est maladroit. Nous sommes des élus. Un élu, c'est un mandat de 5 ans. Quels sont les maires de la commune d'arrondissement qui ont été reconduits? Ils ne font pas plus de 15%. Est-ce qu'un maire aujourd'hui, à 6 mois ou à 5 mois des élections, peut dire que moi je suis maire, je veux conserver mes avantages de maire? Ça, c'est la population qui va décider. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer quelque chose pendant 4-5 ans et ne pas avoir un avis qui puisse faire améliorer la chose. Donc moi, je vais faire bientôt 5 ans à la tête d'une mairie d'arrondissement qui a des problèmes que j'ai constatés, qui en fait n'ont pas de relation directe avec le maire, mais les relations directes avec l'institution municipale même, qui a des obligations et que les populations même ne comprennent pas la mission. Je dis souvent à mes amis journalistes, même les journalistes ne comprennent pas ce que c'est qu'une mairie d'arrondissement, quelle est sa différence entre la ville et la mairie d'arrondissement, les compétences même qu'on transfère. Par exemple, l'école. Qu'est-ce que la région doit faire? Qu'est-ce que la ville doit faire? Qu'est-ce que la commune d'arrondissement doit faire? C'est pas clair. Et dans le renforcement justement du pouvoir économique de la communauté, par exemple rurale ou de la commune d'arrondissement, justement, est-ce que vous pensez qu'avec cet acte 3, on aura plus de pouvoir économique qu'à ce niveau-là? Si la volonté politique est là, on doit l'avoir. Parce que le problème, c'est que l'acte 2 de 96 a donné des compétences sans donner les pouvoirs. On dit qu'ils ont transféré les problèmes, ils ont retenu les ressources. Il était question de faire financer les collectivités locales à hauteur de 25% de la TVA. On n'a même pas atteint les 5%. Donc si maintenant il faut faire des réformes pour juste dire des réformes, on va vers des blocages. Je rappelle qu'en 2008, le président Abdoulaye Wade avait créé de nouvelles communes, 46 nouvelles communes, qui n'ont pas bougé, qui sont à l'état de village en quelque sorte. Donc il ne faut pas créer juste pour créer, il faut qu'il y ait des moyens. Parce que moyens d'accompagnement, par exemple. Par exemple, on dit, je prends le cas de la santé, mais la commune d'arrondissement, aucune compétence transférée n'arrive à la commune d'arrondissement. Parce que l'État donne l'argent, mais aux villes. Quand on dit compétences transférées, c'est avec des moyens. L'État ne peut pas avoir les moyens là-bas, dit que je vous envoie les problèmes, mais moi j'ai les ressources. Il fallait au moins des assises autour de ça. D'autant plus qu'il n'y a pas de suivi forcément dans la collecte de fonds. Mais quand la loi sort, c'est fini. La déconcentration, c'est-à-dire le commandement territorial, les gouverneurs, les préfets, sous-préfets, veulent toujours être les patrons au niveau des terroirs. Les maires ou les présidents de région ou de département se sentent investis de mandats électifs, mais disent que ça c'est pour moi. Ce n'est pas clair encore. Je crois qu'il faut clarifier tout ça. Donc, le président, qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement de prendre encore le temps de travailler sur le contenu de cet acte de décentralisation? Je suis pour l'esprit de l'acte 3, mais je suis contre la démarche
qui est en train de gouverner ce processus. Je crois que le ministre a sous-estimé l'ampleur du problème. Je crois que, bon, c'est vrai, je comprends, elle n'a jamais eu à gérer réellement, même si elle a travaillé un peu là-dedans, parce que même les jeunes qui sont dans les communes comprennent les difficultés, les contraintes. Donc, ce n'est pas une question de bâtiment seulement qu'on gère, mais c'est des hommes aussi qui ont leurs exigences, donc il faut discuter avec eux. Très bien. Merci, M. Diallo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez là en tant qu'invité parlant de l'acte 3 de la décentralisation, une affaire donc à suivre. Nous parlons à présent, reparlons plutôt du dossier des ex-travailleurs d'Air Afrique. L'expert juridique en aviation civile, Massourang Sourang, était en charge du dossier. Il préconise un retour à la case départ et évoque les changements intervenus dans la mise en place du comité. Il faut liquider le droit des ex-agents d'Air Afrique, nous dit l'expert juridique au micro de Pape Cheria Youf et Atanarba. Je crois qu'on était bien parti au départ, au moment où j'ai retiré le dossier, parce qu'on venait de procéder à la liquidation d'Air Afrique et on m'avait confié de mettre en œuvre, la mise en place de ce qui est devenu le comité de gestion qui les a gérés par la suite. Parce que le jour où on a liquidé, en ce moment-là, les avions avaient cessé de voler, mais il restait le problème de l'assistance au sol, qui était exclusivement accordé à Air Afrique. Donc ce qu'on a été obligé de faire, c'est de réquisitionner l'ensemble du personnel. L'assistance au sol a financé le paiement des salaires de tous ces agents, mais à l'époque, on avait en perspective le paiement de toutes les indemnités qui sont dues à ces travailleurs. Et c'est là que je m'étonne de la création d'un fonds social. Il va falloir qu'on retourne à la case départ, voir comment, avec le système de prélèvement des sommes au niveau de l'essence en escale, trouver une banque qui vous finance et ensuite payer la banque par le prix de ce prélèvement. Donc c'est le système que je vois. Bon, deuxième élément, on n'a pas besoin en ce moment-là de parler de social. Un fonds social suppose que l'individu n'ait plus de droits et que se trouve dans des difficultés. Mais là, quand l'individu a des droits, je crois qu'il vaut mieux chercher à lui régler ses droits que de les mettre dans un système d'assistance sociale. Je vous l'annonçais en titre, la CNES, la Confédération des employeurs du Sénégal, a reçu le ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel, un cadre d'échange pour évoquer les difficultés des employeurs et dégager des perspectives pour le futur. Compte rendu Ibrahim Djoumaba à Lundiagne. Une prise de contact, des échanges fructueux, un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que le ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel a entrepris avec la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. La rencontre qui a mobilisé les industriels, qui a mobilisé les syndicats, dans le domaine de la papeterie, de la pharmacie, de l'agroalimentaire. Et nous avons fait une réunion de travail extrêmement riche et surtout des recommandations très importantes ont été prises. Nous avons retenu l'idée de nous engager dans des contrats de filière. Après avoir informé le ministre de la situation des employés, le président Mansour Kama est revenu sur les attentes de son organisation. Quel est le sort que nous pourrions faire ensemble? Et j'insiste beaucoup sur le mot ensemble, à un certain nombre de préoccupations issues des rangs du secteur industriel, à commencer d'abord par une plus grande visibilité du secteur industriel, liée aux questions de protection, aux questions de normes et aussi bien entendu aux questions de ce que le ministre appelle avec bonheur la remontée des filières. Mais aussi surtout veiller à ce que les industriels, dès lors qu'ils sont protégés, puissent eux-mêmes aussi faire l'effort d'une plus grande compétitivité. Dans les perspectives assorties de la rencontre figurent en bonne place les échanges internationaux à l'image de la triangulation. Ça fait partie des nouveaux outils du commerce international qui permet à des multinationales de capter beaucoup de plus-values en faisant des échanges sans voir ni sans fabriquer le produit qui est commercé au plan international. Avant de prendre congé des employeurs, le ministre Alioune Sarr les a donné rendez-vous le mois prochain pour la journée de concertation sur l'industrie et la stratégie nationale des exportations. Justement, à l'issue de cette rencontre, le ministre du Commerce et du secteur informel a parlé des entreprises en difficulté et annoncé des mesures dont la mise en œuvre d'un plan en partenariat avec le secteur privé. Nous écoutons Alioune Sarr.
À l'issue de ces rencontres, nous avons retenu surtout de définir un agenda très précis. Un agenda pour dire clairement, pour les entreprises en difficulté, quel est le plan de redressement que nous proposons ensemble avec le secteur privé. L'État mobilisera des moyens financiers, fera le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers du Sénégal pour qu'ensemble nous puissions redresser, redéployer même certaines entreprises en difficulté dans des endroits qui peuvent être des zones, des points francs ou des zones en tout cas intéressantes. La zone autour de l'autoroute, la nouvelle autoroute sur Diamniadio, qui est une zone pour le moins vide. Mais nous pouvons réfléchir sur comment créer des points francs pour certaines entreprises en difficulté qui seront accompagnés dans un redéploiement qui leur permettra justement de pouvoir affronter la compétition internationale, la compétition sous-régionale. Il y a 2 ans, en 2011, se tenaient des élections de représentativité des centrales syndicales des travailleurs au Sénégal. À l'époque, beaucoup de manquements avaient été notés en perspective de prochains scrutins. Une réunion d'évaluation s'est tenue avec le ministère de la fonction publique afin d'éviter tout dysfonctionnement dans l'avenir. Compte rendu, Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne. Pour une première dans l'histoire, le Sénégal a procédé en 2011 à des élections de représentativité syndicale. Près de 165 000 salariés y ont pris part, mais lors de ces élections, des manquements ont été notés. Il avait été prévu effectivement des recours dans l'arrêté numéro 2791 qui fixait déjà l'organisation de ces élections de représentativité. Et au terme des résultats de ces élections, il y a eu une centrale syndicale qui s'appelle l'UDTS, qui a déposé un recours au niveau du tribunal. Et ce recours portait essentiellement sur l'organisation, en disant qu'il y avait donc des bureaux de vote où cette centrale n'avait pas eu de bulletin de vote. Ces dysfonctionnements, c'est notamment sur le plan de l'organisation, sur le plan de la désignation des bureaux de vote. Et sur même ces bureaux de vote qui aujourd'hui, au lieu d'être dans les lieux de travail de l'ensemble des entreprises, on les a portés ailleurs. Pour identifier les avatars dans ce processus, une rencontre d'évaluation de ces élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs s'est tenue ce mercredi, en vue de corriger ces impairs et d'essayer d'améliorer le processus. Mais on sait que dans la mise en œuvre, il y a eu beaucoup de faiblesses et beaucoup de difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, on est à la phase de l'évaluation. Et dans cette phase d'évaluation, on va revisiter d'abord le cadre juridique. Toutes les faiblesses qui existaient dans le cadre juridique, comment on peut arriver à des propositions de solutions. Cette activité nous permettra à chacun, à toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, de dire ce qu'elles pensent de ce processus-là et de voir comment améliorer pour l'avenir. Parce que c'est une activité qui est appelée à se répéter tous les 3 ans. Ce n'est pas une activité ponctuelle. Et donc, chaque fois qu'on aura dépassé une étape, on devra étudier en profondeur ce que nous avons pu réaliser et corriger, améliorer. L'émiettement syndical est aussi un facteur qui joue contre les syndicats. De ce fait, l'autorité de tutelle exhorte les employés à cultiver une dynamique unitaire. L'émiettement syndical n'est pas dans le sens de l'intérêt des travailleurs, ni dans le sens de l'intérêt du gouvernement. C'est pourquoi ils sont en train aussi de se regrouper dans des cadres. Notons que ces joutes électorales doivent se renouveler dans 3 ans. Mais avant cela, beaucoup de choses doivent être réajustées pour un meilleur dialogue social. Tata, Ndiaga Ndiaye et Car Rapide, faites votre choix. Dakar, les moyens de déplacement sont divers et variés. Le transport des personnes et des biens plus souvent assuré par les Tata, les Ndiaga Ndiaye, les Car Rapide et bus. Dakar d'indique une forte concurrence au détriment des Ndiaga Ndiaye et Tata qui perdent beaucoup de clients au fil des jours et des mois. Djoumosso, Aminata Mbaye-Fall, Mardia. Ces dernières années, l'arrivée de nouveaux bus dans le trafic routier a considérablement soulagé les usagers sénégalais. Depuis un certain temps, la population délaisse les Tata et Ndiaga Ndiaye au profit des bus de Dakar Demdik. La qualité du service est plus bonne au niveau de Demdik. Non seulement parce que le transport n'est pas coûteux, mais pour les Tata et les King Long, les gens maintenant s'attardent comme les Ndiaga Ndiaye et les Car Rapide. Pour ce chauffeur de Ndiaga Ndiaye, les Tata causent beaucoup de désagréments dans la circulation et sont à l'origine des embouteillages le plus souvent. Tata yi
Les Tatas font exactement ce que font les Ndiaga Ndiaye, voire pire. Pour ceux des bus Tata, ce sont les nombreux feux rouges qui sont à l'origine de ces désagréments. Les embouteillages et les feux rouges nous retardent. Les bus Dakar Dem Dik sont moins chers, c'est pourquoi les usagers préfèrent les prendre. Les adeptes de Ndiaga Ndiaye, quant à eux, se plaignent de la lenteur mais trouvent ce moyen de transport plus confortable. Avec le Ndiaga Ndiaye, tu vas perdre du temps, mais tu es obligé d'attendre, tu n'as pas le choix. Je serai en retard, mais il vaut mieux que j'attende que le car se remplisse pour partir. Entre Ndiaga Ndiaye, les bus Dakar Dem Dik et Tata, les Sénégalais sont partagés. En tout cas, avec ce pléthore de moyens de transport, chacun y trouve son compte. Et nous parlons à présent des inondations. Le calvaire continue pour les populations de Diamaguène Sicap Mbao. Un bassin non clôturé près d'un terrain de football est à l'origine de problèmes sanitaires, sans compter les maisons qui sont encore sous les eaux. Les populations dénoncent par ailleurs le manque de soutien des autorités. Reportage à Babacar Tunkara, image à Lundiagne. Vous le savez vous-même, avec la pluie, les cas de paludisme sont fréquents. Il y a aussi une salubrité notoire parce que les camions d'ordures ne peuvent pas accéder ici. Nous avons décidé de creuser pour frayer un passage aux eaux qui sont dans les maisons. Nous nous lavons dans une bassine et nous versons après l'eau dehors. Un bassin qui menace de déborder, des eaux stagnantes à chaque coin de quartier, c'est un problème sécuritaire et sanitaire qui s'impose. Il y a aussi les risques de maladies avec les eaux stagnantes. Même mon petit-fils a eu une allergie à la jambe à cause des eaux usées. Vous l'avez vous-même constaté, il n'y a pas de sécurité autour du bassin, même pas une clôture. Je ne vous parle même pas des enfants, mais même les animaux sont en danger. L'une des causes, ceux qui l'ont mis ici n'habitent même pas la localité. Pour les habitants, la situation va de mal en pis avec des autorités locales presque inexistantes. Les quartiers sont sales, nous n'avons pas par où passer. Nous sommes obligés d'enfermer nos enfants. Nous sommes en période de vacances et nous n'avons pas inscrit nos enfants. Si vous avancez jusqu'à la mosquée, vous risquerez de vous énerver. Dans certaines maisons, il y a encore de l'eau. Les autorités ne font rien pour nous aider et on ne peut rien faire sans eux. Avec d'autres pluies qui s'annoncent, l'assainissement demeure la principale revendication. À Diamaguène Sicap Mbao, chacun élabore son propre assainissement. Il y a un an, presque jour pour jour, les zones Ouest Foire, la Foire elle-même et Grand Médine étaient sous les eaux. Cette année, les populations de ces zones vivent moins le spectre de ces inondations. Les autorités ont vite fait de prendre des mesures et des dispositions nécessaires au bonheur des riverains de ces quartiers. Yaya Diallo et Hadi Atala y ont fait un tour. Nous avions déjà beaucoup de pans de murs, l'eau qui était même entrée jusqu'au niveau donc du bâtiment administratif. L'année dernière, les eaux nous ont envahis jusqu'à l'intérieur. Sinistré l'hivernage dernier, à pareil moment, il pousse un ouf de soulagement cette année. La canalisation a été d'un grand apport. Comparé à l'année dernière, nous sommes moins envahis. Le Grand Médine commence à apercevoir le bout du tunnel. Les eaux sont vite drainées après chaque forte pluie. Il y a un canal ceinture qui est en préparation. Ce canal doit évacuer les eaux vers le canal principal. Du côté de la VDN aussi, il y a le canal ceinture, une partie du canal ceinture qui existait, qui est en train d'être agrandi. Et nous avons remarqué que ce canal et ces eaux, l'année dernière, entraient directement à l'intérieur du centre. Toute l'eau passe par le canal d'évacuation. Et ce n'était pas le cas l'année dernière. La saison des pluies passée, nous avions occupé les écoles. Mais on ne peut pas continuer à passer toute notre vie à les occuper. Et nous ne devons pas à chaque fois, à chaque saison de pluie, sortir de chez nous. Les travaux de canalisation dans ces quartiers sont en phase d'achèvement. Les riverains épargnés de squatter les écoles et autres sites de recasement demandent l'aménagement des chaussées et des trottoirs pour plus
plus de sécurité. Ils doivent remblayer les chantiers. Les propriétaires des voitures n'ont pas où se garer, ils sont obligés de les laisser loin d'ici. Les passants, particulièrement les enfants, sont exposés. Il y a des branchements à ciel ouvert et il n'y a aucune norme de sécurité. Les ouvriers sont à pied d'œuvre dans les chantiers de canalisation. Ils souhaitent livrer les ouvrages à date échue pour soulager les populations qui vivent la hantise des inondations. Un souhait des autorités étatiques. L'actualité internationale nous amène d'abord en République démocratique du Congo avec des concertations nationales prévues le 4 septembre prochain. Et puis à Bagdad, un attentat fait 4 morts et plus de 100 blessés. Le récit de Fatki Nedem. La cohésion nationale recherchée pour mettre fin à la crise en République démocratique du Congo pourrait aboutir. La date des concertations nationales est fixée au 4 septembre. La décision a été prise à l'issue d'entretiens au Palais du Peuple, au siège du Parlement, entre le président de la République Joseph Kabila et les 2 membres des concertations nationales. Les services de renseignement américains sont convaincus que l'attaque chimique du 21 août dans la banlieue de Damas est l'œuvre des responsables de l'armée syrienne. 1300 personnes y ont trouvé la mort. Une conversation téléphonique a été interceptée. Les États-Unis se disent prêts à se lancer dans une intervention militaire, mais pas seuls. Les enquêteurs des Nations Unies ont repris leur travail de recherche de preuves d'utilisation d'armes chimiques. Le Premier ministre britannique David Cameron annonce que Londres va présenter une résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner les attaques chimiques et autoriser les mesures nécessaires pour protéger les civils. Attentat meurtrier à Bagdad en Irak, 44 morts, plus d'une centaine de blessés. Les quartiers chiites ont été visés. Selon les spécialistes, ces conflits déstabilisent le pays. Depuis début 2013, plus de 3700 personnes ont péri dans les attentats, selon des sources médicales et sécuritaires. Toujours dans cette page internationale, des navires de flotte américains et britanniques prêts à tirer des missiles de longue portée sur des cibles syriennes dans la nuit de jeudi au vendredi. Une décision annoncée par les médias américains. Des missiles qui viseront en premier lieu les unités de l'armée syrienne accusées d'avoir fait usage d'armes chimiques. Une décision annoncée suite au vote du soutien du Parlement britannique en faveur de l'opération militaire en Syrie.